Aujourd'hui, je suis personal brand strategist. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur image de marque sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré plein de gens différents qui communiquent de plein de manières différentes, qui n'ont pas la même vision des choses, etc. Donc ça me rend sociable, ça me donne aucune difficulté pour développer un réseau, pour pouvoir connecter avec les autres et pour aller à la rencontre des autres. Et arrive le Covid. Tout le monde gèle les contrats. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je tombe au RSA. Et là, c'est un peu le moment de dépression. Yes, salut à toi et bienvenue sur Bizcare, le podcast business qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je reçois des entrepreneurs ultra inspirants pour parler de business, de mindset, d'investissement, d'épargne, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul et même but, faire de toi un entrepreneur qui est aligné pour faire un maximum de business derrière. Tous les entrepreneurs qui sont là se sont promis une chose, de te donner un maximum de valeur, un maximum de pépites, de te donner les 20% de bonnes actions qui vont te permettre d'avoir 80% de résultats. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode. Allez, à tout de suite. Bonjour, salut, salam, shalom tout le monde. Bienvenue sur Bizcare, le podcast qui prend d'abord soin de toi, entrepreneur, avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va parler I believe I can fly. Aujourd'hui, on va parler. Franchement, aujourd'hui, il y a l'inspiration, les gars. Aujourd'hui, on va parler d'un gars started from the bottom, now we're here. J'ai invité un gars. Franchement, vous n'êtes pas prêts à ce qu'il va vous raconter. J'ai invité Samy Tolba. Ma main, Samy Tolba. Comment ça va, Salut tout Samy? le monde, enchanté, ça va ou quoi Milker? Merci pour Ça va. l'invitation. Quel honneur, quel accueil incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça, mais ça fait plaisir. Merci. Bah, je le fais exprès, comme ce que je fais avec tous mes invités. En fait, je leur dis jamais que je les sauce au début, tu vois. En fait, à chaque fois, ils me disent, oh, mais attends, je m'attendais pas, qu'est-ce que tu dis? Donc voilà, c'est bon, j'ai eu mon effet. Ça Samy, a ça fait marché. grave plaisir que tu sois là. Voilà. Bah écoute, présente-toi Plaisir maintenant, je ne parle que partagé, toi. Micro est libre. tout le plaisir est pour moi. Et ok, bah moi c'est Samy Talba, 30 ans, parisien, intramuros. Je précise, la banlieue c'est pas Paris. Désolé pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont pas d'accord. J'ai grandi dans le 19e à Belleville, Belleville-Zougataga pour les connaisseurs. Euh, Mister You et compagnie. Non, je rigole, pas du tout. Mais j'ai grandi à Belleville effectivement, donc au milieu des Arabes, des Juifs, des Chinois, des prostituées et des dealers. C'était incroyable comme enfance. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis personal brand strategist, où tout simplement j'accompagne les entrepreneurs à développer leur image de marque sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité, plus de crédibilité, plus de leads, plus de tout ce qu'il faut pour réussir un business. Et d'ailleurs, bah, Bill Kerr, tu as été un de mes clients et ça a été un honneur parce que tu m'as accordé ta confiance. Donc merci et merci de m'inviter après le long chemin qu'on a fait ensemble. Bah écoute, présentation courte, concise, précise. Bah merci. Bah du coup, par rapport à cette présentation. Maintenant, tu vois, on va essayer de décortiquer, tu vois, qui est Samy Tolba derrière le brand stratégiste, tu vois. D'ailleurs, enfin, ça me fait toujours marrer, tu vois, ces titres qu'on se donne, brand De strategist, you ouf, know. Tu vois. de ouf, de Alors, ouf. Samy, du coup, tu sais qu'on avait, ah, moi, tu sais, ah, moi, je suis brand stratégiste, ouais, ouais. Grave, Startup Nation à toute patate. Alors qu'en vrai, voilà quoi. Mais en fait, je préfère ça que coach en personal branding. Tu vois. C'est pas Ok. mon délire. Je suis pas coach. Tu vois, je pense pas t'avoir coaché. Je pense t'avoir apporté par exemple, une connaissance stratégique justement et t'avoir guidé vers les choix qui pour moi te correspondraient le mieux. Et bon, bah, je suis content de voir que Hmm. t'as toujours pris ces choix en ton âme et conscience, même si tu m'as pas tout le temps écouté. Et c'est l'essentiel en vérité. Donc ouais, personal brand stratégie, ça me convient mieux. Alors, tous ceux qui est là, enfin, ceux qui sont sur YouTube, donc du coup, ceux qui voient la vidéo, le béret, le consultant, tout ça, c'est Samy. Voilà. Voilà. Alors, en C'est fait, je pas? portais déjà le béret avant, Oui, mais Samy m'a dit, Bilker, franchement, ton béret, t'as grave du flow avec. Voilà, il faut que les gens te reconnaissent avec le béret. Donc voilà, merci Samy. magnifique. Bah, de rien. Donc du coup, voilà, donc derrière le brand strategist qui est Samy Tolba, en fait, dans ta présentation, tu as dit un truc intéressant que personne n'a fait jusqu'à présent. C'est direct, tu dis, moi j'ai grandi parmi les prostituées, les juifs et je sais plus quoi. Qu'est-ce que tu avais dit d'autre? Les Arabes, les Juifs, les prostituées, les Chinois, un peu de tout, hein, les Colombiens, il y a des Colombiens, c'est vraiment hyper cosmopolite Belleville et c'est ça qu'on aime. Ok, mais justement, tu vois, mais
pourquoi avoir insisté, tu vois, justement sur le lieu où tu as, grandi dans ta présentation? C'est intéressant quand même, tu vois. J'ai un sentiment d'appartenance en fait à ce coin-là parce que bah c'est Mhm, tu sais quand tu grandis quelque part ça rentre dans ta peau quoi tu vois c'est ton identité mhm, c'est-à-dire que je pense pas que je serais le Samy d'aujourd'hui si j'avais pas grandi dans ce contexte-là et j'en suis très fier maintenant je m'apparente pas du tout à un territoire où tu vois, je suis pas dans le délire alors ouais 19e zoo machin c'était juste pour la vanne parce que ça me permet de d'appuyer et de caricaturer en fait, pas du tout, tu vois, à choisir, voilà, je me sens français, je suis d'origine algérienne, donc je me sens aussi algérien. J'ai pas un drapeau dans mhm. ma poche comme on pourrait le croire. Mais voilà, tu vois, mon identité est complexe, mais il faut un point de référence quand tu te présentes. Donc là, Hmm. 19e, c'est mon point de référence personnel. Ok, ok, non, hyper intéressant. Et du coup, justement, dans ton parcours, est-ce que, effectivement, tu as été dans un cadre assez cosmopolite? Justement, qu'est-ce que ce cadre-là, aujourd'hui, t'a apporté, tu vois, en tant que personne, déjà, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que pro, dans la manière dont tu t'es construit, dans la manière, voilà, enfin, dans la manière que tu avances aujourd'hui? Alors pour la partie cosmopolite, autant pour la partie cosmopolite et surtout pour la partie parisienne, parce que Mhm, ça joue énormément, hein. Déjà, cosmopolite parce qu'à Paris, tu as de tout, on va pas se mentir. Et je précise cela, pourquoi? Parce que j'ai déjà rencontré dans ma carrière, que je vais essayer de présenter tout à l'heure, de nombreuses personnes de province, comme on le dit, de manière très impertinente à Paris, on se la pète un peu, hein, il y a Paris et il y a la province, je le pense pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'utilise, le terme. mhm, Et je vois bien que dans la personnalité, et dans la manière d'appréhender la vie, dans la manière d'appréhender les choses en général, c'est pas du tout la même conception. Tu vois, Paris, tout va vite, donc tu es obligé d'aller vite, donc tu es obligé de grandir vite. Je vois bien que de mon âge, j'ai 30 ans, et quelqu'un de 30 ans qui a grandi à la campagne, on voit pas les choses de la même manière, on n'est pas confronté, il y a une forme de, comment dirais-je, je dirais pas de vice quand tu viens de Paris, mais tu sens tout de suite les gens, t'analyses très rapidement, tu laisses pas de place au doute, faut que tu ailles vite. Tu vois. Et mhm, mhm. c'est ça que ça m'a apporté dans ma vie perso et dans ma vie pro, c'est que tout va très vite dans ma tête, j'ai pas le temps, je passe à l'action direct, bam, 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 bam. Tout s'enchaîne. J'ai pas la réflexion déjà dans ma personnalité, ça en fait pas partie, ça fait pas partie de ma personnalité. Mais alors qui plus est, parce Mhm. que j'ai grandi dans ce milieu euh, très très riche et très encombré, très rapide, tout quoi, bah ça s'applique aussi dans ma vie de tous les jours. Et pour la partie cosmopolite, bah ça me permet de m'adapter à beaucoup de gens parce que du coup j'ai Mhm. rencontré plein de gens différents qui communiquent de plein de manières différentes, qui n'ont pas la même vision des choses, etc. Donc ça me permet de parler le même langage que quelqu'un que j'ai en face de moi et donc de pouvoir m'entendre. Ça me rend sociable, ça me donne aucune difficulté pour développer un réseau, pour pouvoir connecter avec les autres et pour aller à la rencontre des autres. Hmm, hyper intéressant quand même. Parce que tu vois, enfin, je te taquinais un peu, tu vois, quand tu disais, ouais, pourquoi tu parles de ça en particulier. Mais mine de rien, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est quand même une chance. Enfin, toi, tu perçois comme une chance d'avoir grandi dans un quartier cosmopolite, d'avoir rencontré en fait tout type de personnes, de tout type d'origine, tu vois, de voir des cartes du monde différentes, de voir des visions du monde différentes, tu vois, qui aujourd'hui te sert dans ton milieu pro, un peu. C'est 100% une chance, bien sûr. Hmm. Enfin, je l'ai jamais vu comme une problématique. Je vois pas comment on pourrait le voir autrement qu'une chance. Après, bon, ça s'accompagne des difficultés ou en tout cas des inconvénients comme dans toute chose. Tu vois, à Paris, c'est bruyant, c'est pollué, t'es, t'es sursollicité en termes de publicité, en termes de, il y a trop de, voilà, t'as une charge mentale qui est importante en termes d'énergie. Mhm. Ça draine rapidement de l'énergie. C'est le côté inconvénient, mais d'un autre côté, professionnellement parlant, c'est le centre névralgique français entre guillemets, même si dans plein d'autres villes ça se développe très rapidement. Et du coup, bah, tu vois, je suis certain, si on doit comparer, désolé pour les footeux, à Marseille, qu'à Paris, quand tu cherches du taf, tu le trouves très rapidement. À Marseille, je sais de source sûre que dans le sud, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un taf comme ça. Faut postuler, faut truc, faut machin, faut aller courir. Souvent c'est loin, si t'as pas de voiture, c'est compliqué. À Paris, t'as tout. Tu vois, si t'es pas content, tu prends un Lime, mais si t'as pas de voiture, tu peux, je sais pas, t'achètes un scooter, tu prends un Vélib, tu as le métro, t'as le bus, t'as tout, tout est facile. La mobilité est facile, le travail c'est facile, le business facile. Donc ça peut que être une chance de grandir dans ce milieu-là et encore plus de connaître C'est plein de vrai. personnes différentes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, je ne peux qu'adhérer parce que moi, j'ai grandi en Normandie.
J'étais à Paris, bon, région parisienne, tu vois, vu que toi, apparemment, tu fais la différence. J'étais en région parisienne pendant 11 ans. Et effectivement, en fait, depuis que je suis rentré, je me dis, mais waouh, mais en fait, je vais me déplacer easy à Paris, quoi. En fait, là, si tu veux, toutes les semaines, je fais au moins 400 km avec ma voiture, tu vois, pour aller chercher la petite, pour la ramener, pour déposer ma femme, pour revenir, pour aller faire des courses, pour aller voir les parents. Ouais, facile. Alors qu'à Paris, bah, j'avais pas de voiture. Donc effectivement, ouais, effectivement, c'est une grande chance. Et là, pour le coup, je te rejoins franchement. Mais du coup, c'est hyper intéressant, tu vois, bah, toi, par rapport à ton parcours. Bah, justement, tu vois, voilà, entre le Samy qui a grandi dans le 20e, 19e. 19e, oulala, je t'ai insulté, pardon. Attention, Le pire, attention. le pire c'est que moi aussi, je vais un appartement dans le 19e à mon époque parisienne. Bref, entre Samy qui a grandi dans le 19e et la Samy de maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées qui font que, bah, qui t'ont marqué dans ton parcours et qui t'ont fait dévier, on va dire, vers ce que tu fais aujourd'hui, donc à savoir apprendre stratégiste? Bien sûr. Ma vie est une suite de déviations, Belkar. C'est Hmm. c'est pas plus, il n'y a pas plus de déviations que dans une autre vie, peut-être, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, à ce sens-là, c'est assez incroyable ce que j'ai vécu en termes d'événements qui ont fait que j'en arrive là. J'ai pas Mhm. j'ai pas compris. Ça, j'ai pas suivi le truc. Je sais pas, ça s'est passé indépendamment de moi, tu vois. On dira que c'est le destin, le mektoub, la volonté de Dieu, de Bouddha, de qui vous voulez. Et voilà. Donc, ouais, il y a des événements. Est-ce que tu veux que je te fasse mon petit storytelling comme on en a bossé un pour toi? Ça sera plus simple. Bah, Qu'est-ce que t'en penses? je t'ai invité pour ça. Je te tends la Ok, perche depuis tout à l'heure. Bah vas-y. ok, ok, c'est parti. Ok, yo. Alors, Ok, yo. yo, posez le 16, on est là. En fait, voilà. Comment je vais te présenter ça? C'est simple. Je vais te faire mon storytelling professionnel, c'est plus simple parce que on est censé voir l'humain derrière l'entrepreneur, donc on va Hmm. comprendre comment je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Alors, faut savoir, moi, j'ai quitté le lycée sans bac à la base. Donc, j'ai connu ma jeunesse classique, primaire, collège, lycée, voilà. Lycée sans bac, j'étais en bac ES, en terminale ES. Et le premier truc sur lequel j'avais une possibilité, c'était la restauration. Donc en vérité, quand tu quittes l'école sans diplôme, tu as la restauration, la manutention, le BTP, les trucs assez classiques où voilà, tu peux travailler sans diplôme. De manière caricaturée, bien sûr. J'ai choisi la restauration, donc McDonald's, comme la plupart des étudiants et des non-diplômés. Et j'ai kiffé. Franchement, avec le recul, je peux le dire, c'est la récréation, McDonald's. C'est des jeunes dans un resto qui, bah, Hmm. pareil, qui sont de milieux totalement différents. En plus, moi, j'étais à Châtelet, rue de Rivoli, pour ceux qui connaissent. C'est du monde à n'en plus pouvoir, des touristes, des gars de banlieue, des gars de Paris. Il y a de tout, de tout. Ça va trop vite. Et il y avait des rushs constamment. Il n'y avait jamais de moment calme. Donc, vraie Hmm. école du travail, vraie école de l'efficacité, de la rigueur. Hmm. J'ai vraiment Hmm. kiffé mon passage chez McDo. J'ai tellement Hmm. kiffé que, bon, en parallèle, j'ai repassé mon bac en candidat libre et je l'ai eu, Hmm. alhamdoulilah. Et puis, j'ai tellement kiffé que je suis parti faire un CAP cuisine. Je me suis dit, je Ok. vais faire la restauration. Ça me plaît, j'aime bien l'efficacité, j'aime bien la rapidité du truc, j'y vais. Je fais Hmm. donc un an de CAP cuisine que j'ai en alternance dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Et comment te dire, c'était la pire expérience de ma vie. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, ouais. Pire expérience de ma vie. Je suis tombé malheureusement dans un restaurant raciste. Ok. Enfin, le restaurant n'est pas raciste. Les personnes qui y travaillaient étaient deux, trois en amont auxquelles je pense. C'était des, Hmm. c'était des remarques. Tu vois, hein. C'est pas direct. Tu vois, c'est jamais frontal. C'est des petites remarques comme ça, des petites phrases insidieuses. Tu vois, et tu sais, moi j'étais jeune, je voulais mon taf, je voulais mon CAP, donc je me suis tué, je me suis tué, jusqu'au jour où j'ai craqué. J'ai fait Mhm. pas un burn-out, hein, j'ai vraiment littéralement, je suis tombé dans la cuisine, la bave, je tremblais et tout, donc crise Ah ouais. d'épilepsie. Ouais, ouais, c'était chaud, j'ai trop gardé, j'ai une rupture nerveuse, et du coup, j'ai arrêté la cuisine Ok. et je suis allé travailler dans le service. Donc le service à table, plateau, etc. Et ça, pour le coup, j'ai bien kiffé. C'est Mhm. ma première relation à la vente, donc très cool à l'humain également. Donc en plus j'étais dans une bar brasserie du 19e, donc pareil je retrouvais ce multiculturalisme. Il y avait les mamans juives à la retraite qui venaient boire leur café, il y avait les darons du bled qui étaient 10 autour d'un seul café qui restaient pendant 3 heures, il y avait les papas cafés taxis qui venaient, qui prenaient leur café qui repartaient aussitôt. C'était un délire, j'ai kiffé. Mais à un moment donné, faut se rendre compte que la restauration, bah, c'est un milieu où tu travailles beaucoup.
donc souvent du 8h minuit avec des coupures de 2 heures, etc. Et où tu es assez mal payé, tu es payé au lance-pierre. Donc je suis allé dans un truc qui n'avait rien à voir ensuite. Je suis allé dans le ferroviaire. Donc j'ai bossé pour une filiale de la SNCF. Et Ok, là, d'accord. opposé total de la restauration, tu travailles 4 heures, très souvent de nuit, et tu es payé des 3 à 4 000 euros par mois. Parce que tu as plein de primes de Ok, sécurité, parce que tu travailles sur les voies, oui, oui. tu travailles de nuit, donc c'est doublé. Tu es en déplacement lointain, donc tu as des primes de déplacement, des paniers repas, etc. Mhm, Donc très rapidement, tu gagnes beaucoup d'argent. J'avais mhm. 23 ans, donc ça a été un peu, j'ai kiffé, tu vois. Je me suis dit, bon, voilà, je vais pouvoir mettre de l'argent de côté, etc. Ce qui n'est Donc jamais à arrivé. 23 ans, 4000 balles par mois. Ouais, franchement, j'étais bien. Propre. Mhm. Mais par contre, l'inconvénient de ce métier, c'est que c'est très hiérarchisé et Mhm. que j'étais en bas de l'échelle. Moi, j'étais le dernier maillon et au-dessus de moi, t'avais le chef d'équipe. Au-dessus du chef d'équipe, t'avais le chef de chantier. Au-dessus du chef de chantier, t'avais le responsable région. Au-dessus du responsable région, t'avais tac, 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 ça montait jusqu'au COMEX où voilà, tout, il gère tout et t'es vraiment genre un matricule dans la boîte. C'était la première fois que je découvrais ça de ma vie. J'ai détesté. Je me suis rendu compte que finalement la planque, ça me plaît pas. Donc le Mhm. travail de passion qui est la restauration, non. La planque, non. Et j'ai compris à ce moment-là que ce qu'il me fallait, c'était la liberté. Donc l'entrepreneuriat. Hmm. Tu me suis. Je me lance dans l'entrepreneuriat euh, sur la base d'une recherche Google, ça va te parler, monsieur SEO, où j'ai tapé comment devenir riche sur Internet. Donc je suis tombé à cette époque-là, on est en 2015-2016. Je tombe sur les personnes les mieux référencées, qui étaient les dropshippers à l'époque. Et donc, Mhm. j'étais tombé sur un mec qui s'appelait Sébastien Cerise, un Belge, il me semble, qui a fait beaucoup d'argent sur Internet, fait partie des pionniers, et qui avait annoncé une pub 1 million en 24 heures. Moi, naïf comme je suis, à 23 ans, je me dis, putain, un truc de ouf, je vais devenir riche et tout, j'y vais, machin. Le mec, il m'a vendu de l'automatisation, tout est automatisable, tu vois, tu te fais ci une seule fois et après ça tourne tout seul et tout. J'ai gobé. Euh, 3 semaines plus tard, je me suis rendu compte que c'était du bullshit. Et j'ai dit, ah ouais, non, c'est pas pour moi ça. C'était un mauvais délire. Je change, je trouve une autre formation, cette fois sur le blogging, figure-toi. Et donc, je me lance dans le blogging sur la thématique du développement personnel parce que je venais d'entrer un peu dans le cercle Steve Abdelkarim, tout ça qu'on connaît, toi et moi, parce qu'on s'est rencontrés dans ce cercle-là. Mhm. Euh, et donc, je lance un blog là-dessus et je trouve ça hyper cool et tout. Et je suis hyper bien référencé sur la thématique développement personnel, sur plein de sujets, productivité, organisation, confiance en soi, etc. Ça devient grave cool. Sauf qu'au bout de 2 ans, j'ai pas fait 1 euro. Donc je remets un peu en question le modèle. Je me dis bon, il y a un petit problème. Mais en fait, je me rends compte que c'est la problématique. Elle était dans voilà, j'avais peur de vendre, je pense. J'avais pas les codes. Hmm. Je me sentais bloqué, donc j'ai jamais rien fait vraiment. Euh, et puis donc bilan. Qu'est-ce que j'ai gagné dans cette histoire? Plein de followers sur les réseaux. Et là, ça fait tilt parce que moi, je savais pas qu'on pouvait monétiser ça. Et donc, je Mhm. me dis ok, bah pourquoi pas vendre mes compétences là-dedans? Et là, je commence à devenir community manager. Et c'est à cette époque Mhm. qu'on se parle pour la première fois, parce que tu avais besoin d'un community manager à l'époque. Ouais, Ça remonte, hein, on est en 2018, il me semble. Donc ouais, 2019, ouais. 2018-2019, euh, je commence à bien gagner ma vie. Je travaille avec le milieu de la fintech, des assurances, de l'immobilier. Donc c'est des milieux où ils ont beaucoup d'argent, mais ils connaissent rien Mhm. aux réseaux sociaux, donc ils payent très bien pour assez peu de travail. Donc, je vis ma meilleure vie. Je me dis, ça y est, je suis entrepreneur, je gagne des sous, je vais recruter. Le matin, Miracle Morning, salle de sport, Snap, tout ça, Story Insta, je kiffe ma vie. Et arrive le Covid. Et là, Ah! tout le monde gèle les contrats. Ça a duré 4 mois, mon histoire, tu vois. J'ai kiffé Ouais, pendant ouais, 4 mois. Et là, confinement, et je tombe je faisais genre 7 000 euros de chiffre d'affaires tout seul, avec un travail qui était automatisable au possible. Donc, je travaillais peut-être 2 jours, euh, 3 jours dans le mois, vraiment, hein, au sens propre, parce que je batchais tous mes contenus, je les programmais, et puis après, je faisais ma vie, je faisais ma vie. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je tombe au RSA. Je tombe au RSA, t'imagines le terme? Je tombe. Genre, Ah ouais, je chute dans l'échelle sociale soudainement et j'arrive donc ouais. je reprends le RSA, tu vois. Et là, c'est un peu le moment de dépression euh, qu'on a tous un peu connu au confinement, hein, pendant une dizaine de jours. On sait plus trop ce qu'on va devenir, on remet en question notre vie professionnelle, personnelle, etc. Et donc, je fais le nouveau bilan. Ma vie est une succession de bilans et cette fois, je me dis, ok, je bosse avec le milieu des finances, ça m'intéresse pas du tout, ça me fait chier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai 25 ans, je suis chez ma mère. Euh,
j'ai jamais quitté Paris, faut que je voyage. Donc je décide dès le déconfinement, je prends un sac à dos, une caméra et je me dis, je vais créer du contenu. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer du contenu pour mon image de marque sur les réseaux sociaux. Attention, à cette époque-là, je ne sais pas du tout ce qu'est l'image de marque. Je veux juste créer du contenu. Je lance un concept qui s'appelle J'irai business chez vous. Donc, je pense que tout le monde connaît J'irai dormir chez vous. Là, l'idée, en gros, c'était comment on appelle ça, un sondage Instagram où je dis voilà, j'ai envie d'aller chez des entrepreneurs et je leur offre gratuitement mes compétences en l'échange du gîte et du couvert. Parce que comme j'avais pas d'argent, mon seul moyen de quitter le domicile familial et de pouvoir vivre ma vie de créateur de contenu, c'était ça. Et j'appelle ça gérer business chez vous. Donc génial, tac, je fais. Il y a 2 personnes qui me répondent, je me dis vas-y, je me casse. Sac à dos, caméra, ordinateur, on y va. L'objectif, monter une chaîne YouTube. Objectif que j'abandonne au bout de 3 semaines parce que je me rends compte que déjà, enfin, je sais pas monter de vidéo, je sais pas me servir de ma caméra, donc c'est très très long avant de pouvoir monter une vidéo. Je mets des semaines et des semaines avant d'en sortir une sur YouTube. Entre temps, j'ai eu le temps de voir 3, 4 personnes qui m'ont hébergé, donc je me dis, c'est pas pour moi. Mais je vais vivre mon expérience. Au bout du 8e gars, et c'est là où il y a comment on appelle ça, le cliffhanger, le switch dans ma vie. Le 8e gars me dit, mais tu sais, ce que tu fais, ça s'appelle du personal branding. Je dis, ah bon, c'est quoi ça? Et il me dit, bah regarde un tel, il fait du personal branding, tu vas voir, moi je le suis, c'est vraiment stylé, etc. Je remercierai jamais assez ce mec-là qui est devenu mon client ensuite, parce que j'ai dit, ok, c'est ça que je veux faire. En fait, j'avais juste mixé le développement personnel de mes débuts dans mon blog et la communication. Et ça donnait le personal branding, parce que tu communiques sur un humain. Et tu communiques sur ses forces, ses faiblesses, sur sa vision du monde, sur ce qu'il a envie de faire de sa vie, etc. Donc, c'est purement ça. Je continue mon périple, je fais une vingtaine d'entrepreneurs. L'apogée de ce truc-là, c'est que je finis au Maroc, dans un complexe touristique et sportif, tout frais payé pour une prestation de 2000 balles, donc où j'avais accès à une piste d'athlétisme, une salle de boxe, des repas sains. J'étais dans un riad magnifique avec une chambre incroyable et tout, gratuitement, juste parce que j'offrais mes compétences. Donc tu as vu, ça a été aussi comment dirais-je, j'ai appris quelque chose. Je me suis rendu compte que faire du business, c'est pas que forcément trouver des clients, ça peut aussi être un échange de principes, de bons procédés. Bon, c'est pas pérenne sur le long terme, mais c'est intéressant. Bref, au bout d'un an et demi de périple, forcément faire des vidéos YouTube que je n'ai jamais fait d'ailleurs, dormir sur le canapé des gens, ça rapporte pas d'argent. Et donc là, il faut que je rentre à Paris. Euh... faut que je rentre à Paris. Et si tu veux, donc, mais ton histoire, elle est trop drôle. En fait, elle est inspirante et à la fois trop drôle. elle est marrante, on va pas se mentir. Non mais t'inquiète, c'est pas fini. Accroche-toi. Je dois rentrer à Paris. Bon, entre-temps, ma mère, elle a vidé ma chambre, elle a mis des plantes, c'est devenu une jungle, donc j'ai plus vraiment de canapé, toi, et donc il faut que je me démerde un peu. Et à, à contre-cœur, mais en même temps c'était nécessaire, je fais un post LinkedIn où je dis, bon bah voilà, ça fait 3 ans et quelques que je suis entrepreneur, 4 ans, mais j'ai besoin de revenir sur le marché du travail. Voici mon CV. Truc incroyable, je reçois grave des propositions. Je génère 8000 euros de chiffre d'affaires parce que du coup, ça a attiré l'œil de certaines personnes qui avaient besoin de mes services. Et donc, ça me permet de tenir le coup. On est en été, il y a plein de sous-locations qui se libèrent. Donc, j'ai la possibilité de trouver une sous-location extrêmement rapidement. Magnifique. Et accessoirement parlant, donc vu que j'ai travaillé mon personal branding pendant ces 1 an et demi, je suis repéré par Anthony Bourbon, fondateur de Feed, investisseur, qui du coup, lui avait besoin, à ce moment-là, timing parfait, oh, Providence. Voilà. Il avait besoin d'un mec pour faire son personal branding, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, ça match, etc. Il avait fait une annonce, il recherchait son D-Rock français. D-Rock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui suit Gary Vaynerchuk, entrepreneur américain qui pèse des centaines de millions, qui a une agence marketing à l'international, etc. Et qui le suit dans toutes ses aventures avec une caméra pour créer du contenu, justement. Donc, il avait besoin d'un mec comme ça. J'étais là, ça faisait 1 an et demi que j'utilisais ma caméra pour suivre des gens, que j'avais travaillé ma spécialisation en personal branding. Let's go. Mission de 3 mois, donc lui il avait besoin de ça pour son premier passage télé à Qui veut être mon associé. La mission se termine et du coup bah je reprends mes activités entrepreneuriales et avec le nom d'Anthony Bourbon dans mon portfolio, bah mon business a explosé et depuis je vis exclusivement de ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est connus parce que je créais du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Après un an, fin 2021, on est mi-2023, après quasi 2 ans, 1 an et demi à faire ça, accompagner des clients, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique qui était récurrente et que tu n'as pas rencontrée,
contrairement à 99% de mes clients, c'est que même quand tu leur donnes une stratégie clé en main, ils ont une problématique à créer du contenu, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à se mettre dans la démarche de prendre une caméra, de se filmer. Ils n'arrivent pas à se mettre dans surtout en fait d'être régulier, c'est de créer du contenu de manière régulière parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Donc voilà. Et j'ai eu une idée qui m'était venue de manière subreptice dans l'esprit, euh, word dropping, dans l'esprit quand je faisais gérer business chez vous, c'était l'idée d'automatiser le personal branding. Et au moment Mhm. où je me rends compte de cette problématique chez mes clients, bah, c'est l'avènement de ChatGPT, OpenAI, etc., fin d'année 2022. Donc je me dis, c'est le moment. Je vais utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser ce truc-là. Donc je me suis formé, prompt engineering, etc., etc. Et du coup, j'ai créé, avec ma femme, qui est mon associée, j'ai cofondé ma brand, qui est en fait tout simplement un outil qui permet aux entrepreneurs de gérer leur communication en 10 minutes par jour. Et c'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc, ils remplissent un questionnaire et l'intelligence artificielle comprend qui ils sont, etc. Leur propose ce qu'on appelle une minimum viable brand. C'est l'équivalent du MVP, mais pour la marque. Et donc, leur permet ensuite d'avoir une stratégie de contenu. Chaque jour, ils reçoivent un post personnalisé, aligné leur projet, à leur personnalité, etc. Et voilà l'idée, tout simplement. Donc là, j'en suis là maintenant. S'il y a des investisseurs qui t'écoutent, je cherche à lever des fonds. Voilà, je fais ma pub au passage. Et me voici, Samy, 30 ans, parisien du 19e. Conclusion. Waouh! Et j'ai buté. Alors, les internautes, je sais pas. Ceux qui nous écoutent, je sais pas, mais moi, j'ai buté parole. Franchement, tu vois, il y a du rebondissement, tu vois, Merci. tu vois, il y a du climax, il y a du badaboom, il y a du. Ensuite, je remonte. Waouh! De la Punaise! péripétie, l'art du Il y a de la storytelling, mon cher. péripétie. Tu sais très bien comment ça se passe. Non, franchement, c'est très clair. Donc, aujourd'hui, Samy, cofondateur de Ma Brand, et donc du coup qui est un produit qui te permet de créer ton personal branding et de faire ta communication 10 minutes par jour. Waouh! Et donc du coup tu peux donc avant de nous parler un petit peu plus de Ma Brand, il y a un point en fait que tu as évoqué que j'ai noté, tu vois, qui sera peut-être sûrement le titre de la vidéo ou du podcast, c'est de 7 000 € par mois au RSA. Un Tu grand vois? classique. Un grand classique. Tu vois? En fait, tu vois, il y a tout le monde qui disent ouais, quand j'ai quitté le RSA pour fonder une entreprise multimilliardaire, gna 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 gna, tu vois. Là, c'est le contraire. Je passe de 7 000 € à que dalle. Et en Mhm. fait, ce qui est intéressant dans les mots que tu as utilisés, c'est je suis tombé au RSA. Tu vois? Et tu l'as répété 3 fois. J'ai compté, tu vois? C'est là. Tu vois? Quels ont été tes enseignements, justement, tu vois, de passer, bah, de vivre ta best life, entre guillemets, donc de bosser 3 jours dans le mois à 7 000 balles, et de retomber donc au RSA, voilà. Déjà, d'une, toi, comment ça t'a affecté? De deux, quels ont été tes enseignements derrière? Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Bah, franchement, t'as vu, en plus de m'avoir affecté d'un point de vue estime de moi-même par rapport à l'entrepreneuriat, surtout ça m'a affecté parce qu'il y avait un contexte particulier, tu vois, c'était le Covid, le confinement, c'est un truc de fou, mondialement enfermé, c'était jamais arrivé de nulle part, tu vois, donc on était Hmm. tous un peu choqués, un peu voilà. Et ça m'a affecté de manière difficile, hein. Je me suis vraiment, vraiment remis en question parce que j'ai mon histoire, si tu regardes bien, bon, ça s'est peut-être pas senti là comme ça, mais c'est une quête d'identité à travers mon expérience professionnelle, à travers ce que je vis, etc. Donc, si tu veux, quand à un moment donné, tu arrives et tu te dis, ça y est, je peux enfin légitimer mon étiquette d'entrepreneur parce que ça y est, j'ai un chiffre d'affaires, etc. Et que au bout de 4 mois, tu tombes à zéro et tu te dis, putain, chaud. Finalement, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que vraiment j'étais fait pour ça? Est-ce que truc, etc. Hmm. Mais bon, on va dire que j'ai un mindset un peu de mec qui lâche jamais le steak. Je suis un forceur en fait. Je suis un gros forceur, donc j'ai dit je lâcherai pas l'affaire, je m'en fous. Et les enseignements que je trouve, c'est que bah déjà, en fait, j'étais une jeune pousse, tu vois, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. C'est pas parce que tu gagnes 7000 €, tu vois, voilà, t'as une vingtaine d'années que voilà, t'as commencé à générer un petit d'affaires que ça y est, tu peux vivre ta best life. Non, faut penser de manière rationnelle. Voilà, moi, je suis un être émotionnel, comme se plaît à me répéter ma femme. Donc je réfléchis pas, j'agis direct, je vis ma vie, je fais Hmm. mes trucs, voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit ok,
avec la rétrospective, je me dis là, j'aurais dû réfléchir et me dire comment je fais pour envisager la suite, anticiper et savoir qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là, comment comment je vais l'étaler dans le temps pour pouvoir en vivre, etc. Et c'est pas ce que j'ai fait. Je suis arrivé, comme je gagnais des sous, j'ai même pas, comment dirais-je, tu sais, j'avais même pas de clause d'engagement, je savais même pas si les mecs ils allaient revenir le mois prochain, etc. C'était très flou ce que je faisais. J'avais même pas un vrai contrat, j'avais pas de, c'était rien. Enfin, j'avais un vrai contrat, mais c'était pas, je pense juridiquement, tu prends ce truc-là, tu regardes dedans, tiens, mais ça c'est une feuille de papier, ça vaut rien, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est que j'avais pas anticipé la suite et qu'aujourd'hui je sais que t'arrives pas ton premier mois, tu gagnes assez d'argent, t'embauches quelqu'un, tu trucs, tu passes ta vie à ne pas chercher pas de clients, ça aussi, grosse problématique. Je me suis reposé sur mes acquis parce que la montée, elle s'est fait tellement rapidement que je me suis senti en confiance. Je me suis dit, ça y est, magnifique. Ils vont rester avec moi un an, je m'en tape, tu vois. Pas du tout. Donc voilà. Deux gros Hmm. enseignements, l'anticipation et, euh, et j'ai oublié celui que je vais me donner, le deuxième. En gros, tu as dit anticipation et ne pas se reposer sur ses acquis. Voilà. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que je me reconnais dans ton histoire, moi, il m'avait à peu près la même chose. Deux fois, tu vois, apparemment, la première fois, je n'avais pas compris, et bah, il fallait que ça arrive une deuxième fois. Effectivement, tu vois, il y a des moments dans ta vie d'entrepreneur, enfin, surtout au début, où tout va bien, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de rien faire, t'as les contrats qui viennent, tu vois, tu comprends pas, De tu ouf. vois. En fait, parfois même, t'en refuses. Tu te dis, oh non, pas aujourd'hui, ah, j'ai pas envie, tu vois. Et tu penses que c'est comme ça tout le temps. Et après, du jour au lendemain, badaboum, bah, rien du tout. Tu vois. Et c'est là où il faut que tu le refasses. Tu vois. Donc voilà ce que tu vis là. J'ai vu que la même chose. J'ai vu que la même chose et j'en parle dans mon livre qui est arrivé aujourd'hui. Et voilà. Même Samy ne sait pas que je vais écrire un bouquin. Et voilà, Ah, voilà. C'est bon. Il est posé. Voilà. ah En fait, ouais, ça oui, déclare oui, comme oui, tout à ça. fait. Ah d'accord, ok. Ah, ça déclare comme ça, tu vois. Ça déclare comme ça. Ok. En fait, effectivement, en fait, je le dis plusieurs fois dans mon bouquin. Euh, Au début, quand ça arrive, il faut. En fait, c'est là où c'est le plus dangereux, en fait, tu vois. C'est là où ça arrive vite, mais en fait, quand ça arrive vite, il faut non seulement anticiper la suite, le pire des cas, mais surtout, en fait, ne pas cramer en fait ce que tu as là. Parce que ça se trouve, ça peut venir très vite pendant 2 mois, tu vois, et après, pendant 10 mois, tu vas galérer, tu vois. Et donc, du coup, en fait, typiquement, toi, tu m'as dit, ouais, je vais commencer à embaucher des trucs, je vais commencer à faire ci, je vais commencer à faire ça. Parce que tu as cru que eh ben, le robinet allait être ouvert tout le temps, tout le temps. Mais en fait, Hmm. toi-même, en fait, bah, tu as vu que voilà, quand c'est pas cadré, quand tu n'as pas mis en fait, un cadre clair dans ce que tu fais, quand tu n'as pas en fait, la posture où tu te dis, voilà, moi, c'est comme ça que j'avance pour être serein, en fait, bah, du jour au lendemain, c'est un château de cartes en fait, que tu construis qui peut se détruire, en fait. Hmm. Tu vois. Mais donc, du coup, toi, par rapport à ça, si tu n'as pas un conseil, justement, tu vas donner aux personnes, tu vois, qui démissionnent, qui se mettent à leur compte, ou même ceux, tu vois, qui ont en side project, tu vois, qui fonctionnent bien et tout, voilà. Ce serait quoi, justement, le conseil pour perdurer et pour éviter, en fait, bah, de passer par ces phases sombres par lesquelles tu es passé aussi? Bon, c'est des conseils un peu bateaux, hein, tu sais, c'est ne pas mettre ses œufs dans le même panier, déjà. Mhm, Tu reposes pas sur un seul client ou deux clients, faut toujours être dans une démarche de prospection. mhm, Euh, Tu cadres aussi ta presta, c'est-à-dire, comme tu le sais, hein, faut que ta presta, tu saches quand elle commence, quand est-ce qu'elle se termine, et quels sont qu'est-ce que tu vas toucher exactement en termes de chiffre d'affaires, c'est le meilleur moyen de pouvoir anticiper. Et, mhm. euh, et voilà, et d'être proactif, quoi. Parce que franchement, c'est aussi simple que ça. Si t'es pas proactif, c'est compliqué. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu dis que ça t'est arrivé deux fois, et en vrai, quand j'y réfléchis, ça m'est arrivé aussi avant ça, mais cette fois pas sur le même principe. C'est quand je me suis Mhm. lancé, j'ai fait bien sûr Pôle Emploi, l'ACRE, Pôle Emploi, premier financeur de l'entrepreneuriat de France. On le sait C'est ce que j'allais tous. dire, Ne, premier incubateur. ne mentez pas, on le sait. Voilà, vous êtes On payé le par sait Pôle Emploi, tous. donc on le sait tous. Et je me rappelle que donc moi j'avais fait la demande, tu sais, pour toucher Mhm. tout en deux moitiés, genre 50%, 50% au bout de 6 mois. Oui, ouais, ouais. Tu te Ouais, rappelles de ça? Du ouais, coup, ouais, ouais. première fois de ma vie, après le ferroviaire, où, parce que du coup, comme j'étais bien payé dans le ferroviaire, j'avais un pôle emploi très intéressant, où je prenais 10K, je crois, ou 8K d'un coup, tu vois, un truc de fou. Ben, figure-toi que j'ai passé mon été en terrasse dans le troisième arrondissement de Paris, à kiffer avec des cafés, des cappuccinos, des trucs, mon ordinateur à faire l'entrepreneur, mais il s'est jamais rien passé. Bref, petite anecdote retour pour te ramener le truc. Mais effectivement, le conseil que je donne, et je m'appuie sur cette anecdote-là,
c'est au lieu de, ça va plus loin que ne reposez pas sur vos acquis. Restez humble. Franchement, restez humble. C'est pas parce que vous gagnez de l'oseille que ça peut pas vous retomber sur la gueule du jour au lendemain. C'est hyper important. Hyper Ça, important. c'est Ça ne dure pas. Parce que déjà, voilà, tu vois, je crois pas au. Non, bon, passons. En tout cas, voilà, le travail paye de manière continue, voilà quoi. C'est pas, ça suffit pas. Des fois, tu peux travailler hyper dur pour un truc et ça t'arrive pas. Parce que c'est comme ça. Bah, tu sais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, les consultants SEO que je forme, et même en fait, au-delà de ça, les coachs formateurs aussi que je forme les coachs formateurs consultants, pardon, que je forme, tu vois, sur toute la partie posture, leadership et communication, en fait, je leur dis, mais si vous voulez pas avoir de challenge, posez un cadre. Aujourd'hui, tous les challenges que vous avez, c'est un manque de cadre. 99% des challenges que vous avez, ça manque de cadre. Ça manque de cadre. En fait, quand tu cadres pas, en fait, tu es à la merci des autres. Alors, ok, tu veux faire bien les choses. Ok, tu veux pas être trop chiant. Ok, tu veux gagner le contrat. En fait, si tu ne poses pas de cadre, c'est là où tu ne te respectes pas. Déjà, pour commencer. Tu envoies un signal comme quoi tu ne te respectes pas. Et en plus de ça, et bah, comme le gars il voit que toi-même tu ne te respectes pas, et bah, il va pas te respecter. Et du jour au lendemain, il va te dire, bah, au jour au lendemain, bah, excuse-moi du terme, hein, du jour au lendemain, tu vas être sa pute en fait. Je suis Ouais, d'accord. désolé, ouais. Ouais, Non, je suis j'ai d'accord. pas trouvé d'autres mots, hein. Voilà, Non, donc non, du coup, c'est je suis les d'accord. enfants, voilà, les enfants, si vous passez par là, voilà, allez-vous-en. C'est vrai. Mais ouais, bah écoute, bah merci franchement pour cet enseignement. Je pense que ça va en aider plus d'autres. Ça va en aider plus d'un, pardon. Maintenant, pour revenir un peu sur ton activité principale, ma brand, voilà, donc du coup, tu nous as pitché un peu ce que tu fais, tu nous as dit un peu voilà, que c'est un outil en ligne sur lequel avec enfin, un contre-abonnement, tu as, un personal branding qui est créé, plus un post qui sort tous les jours sur le réseau. Voilà, aujourd'hui, au moment où on tourne, là aujourd'hui on est le 18 juillet 2023. Quand est-ce que tu as lancé? Où est-ce que tu en es? Et quelles sont les perspectives? J'ai lancé, ah bah c'est magnifique, c'est l'anniversaire de ma brain, figurez-vous. J'ai, alors, Papa! C'était un surprise! euh, hier c'était l'anniversaire de ma brain. On a lancé le 17 avril, D'accord. donc Donc ça fait 3 mois. ça fait 3 mois, c'est le troisième mois. Mhm. Non, oui, c'est le troisième mois, c'est ça. Et, euh, et en gros, donc beau lancement auquel je m'attendais pas forcément. Euh, En 48 heures, on a fait 1K MRR, donc ce qui est plutôt cool pour un SaaS. Il y a certains SaaS qui démarrent pas et qui, Alors, MRR, c'est Monthly Recurred Revenue. exactement. En gros, en fait, il fait 1 000 € par mois de chiffre d'affaires qui rentre tout seul. Exactement. Et voilà, quand on sait qu'il y a des SaaS qui mettent 5, 6 mois avant d'avoir leur premier client, franchement, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. On va dire que ça a continué dans ce sens-là. Ça s'est consolidé. On a fait 1K5, on est monté jusqu'à 1K5. Maintenant, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'à la base, on partait sur 49 € par mois de prix mensuel. Et là, on a décidé d'ouvrir d'autres plans payants. Donc là, on est descendu à 29 € par mois. On a décidé d'en faire le prix, le plan pro à 29 € par mois, un plan pour commencer, on va dire, essentiel à 19 € par mois, et un plan freemium. Et donc là, c'est les derniers choix stratégiques qu'on a mis en place. On est en train Ok. de refondre totalement l'application d'un point de vue design. Donc là, franchement, c'est pas pour faire du teasing et tout, mais franchement, ça va être lourd, ça va être magnifique parce que si tu veux, le 17 avril, on a juste lancé un MVP. C'était pas un, c'était pas un produit fini, hein, vraiment un MVP qui a fait l'unanimité chez les personnes qui ont pris l'abonnement. Donc là, c'est refonte du design. Et à partir de septembre, on commence un roadshow pour lever des fonds. Chez des business angels pour commencer. Je dirais à notre stade, ce serait du seed. Donc c'est vraiment on est early stage, on est au début. Donc on n'est pas sur de la série A comme on pourrait l'entendre ou quoi que ce soit. Je sais pas comment on pourrait, pour ceux qui regardent, seed, je sais pas comment pourrait le traduire, mais c'est le premier. T'as pré-seed, t'as le premier investissement qu'on donne pour sortir ton prototype. Et après que ton prototype soit sorti, t'as le seed pour commencer à vraiment construire un outil qui est beaucoup plus concret. Puis après, tu as la série A pour scaler et compagnie. Donc voilà, là, on est en seed. À partir de septembre, on lance le roadshow. Et puis voilà, hein, les perspectives sont intéressantes, franchement, parce que donc c'est un marché très concurrentiel, mais on a une belle différenciation. On, Mhm. euh, on a une grosse vision, tu vois. Mhm. J'en parle souvent avec ma femme. Vraiment, genre, on a l'ambition d'en faire la plateforme de référence pour gérer ton image de marque en ligne. Donc c'est pas juste un truc basé sur ChatGPT, machin, etc. On est vraiment sur un truc
beaucoup plus concret, on voit très loin, on est sur un projet à 4-5 ans minimum. Donc voilà un peu ce qui nous attend. Waouh, ambitieux. Et Mm. je te souhaite tout le mal, d'ailleurs, de Merci. réussir. Et justement, tu vois, tu disais en fait que tu es dans un milieu concurrentiel. Quel, selon toi, dans ta backstory, tu vois, dans ton histoire que tu nous as raconté tout à l'heure, tu vois, donc du coup, je reprends un peu tout, hein, le 19e, les prostituées, les Chinois, les Juifs, voilà, ce côté cosmopolite, plus les hauts, les bas que tu as eu quand tu bossais à ton compte. À ton avis, en fait, quel est l'élément, tu vois, quel est l'élément qui a été déterminant et qui est sur lesquels dont tu t'inspires encore aujourd'hui, sur lesquels dont tu t'appuies encore aujourd'hui, tu vois, pour que ma brand avance. Un ou plusieurs éléments, ou bien un ou plusieurs traits de caractère, voilà, à ton avis. Euh, la bagarre. J'aime bien la La bagarre. bagarre. Ouais. Je fais des arts martiaux depuis bientôt 5 ans. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, je pense que ça donne un mindset aussi qui te permet de tenir, d'être prêt à te battre, etc. pour ton steak. Premier point. Deuxième point, bah, je suis quelqu'un de plutôt résilient en vérité. Tu vois, je suis pas genre un Terminator en mode je ressens pas d'émotions, etc. Je me suis trouvé dans des trucs, j'étais plus bactère, j'étais au bout de ma vie. Euh, J'avais des émotions hyper dures à gérer où je me disais que c'est mort, il n'y a plus d'espoir et tout. Mais j'ai une quelque chose dans ma personnalité, je pense, qui fait que je me dis allez, on lâche rien, on y va, tu vois. Donc il y a ça. Mhm. Mhm. Euh, et puis voilà, j'ai aussi, je suis croyant, donc j'ai une grosse part de foi qui entre en jeu. C'est même la chose la principale qui me permet de tenir aussi, hein, c'est de me dire que quand il y a quelque chose qui doit m'arriver, ça m'arrivera. Quand il y a quelque chose qui doit pas m'arriver, ça m'arrivera pas. C'est comme ça, c'est écrit de base, et il y a que c'est au mérite en fait, c'est au mérite et à ce qui est bien pour toi. Donc je vais pas rentrer dans un prêche religieux, mais il y a beaucoup de sujets qui font que bah aujourd'hui, si je mets tout ça ensemble, euh, j'ai ce truc-là qui fait que je lâche pas l'affaire. Et pourtant, je t'avoue, quand je vois comment se développe ce marché-là du SaaS marketing, c'est l'un des marchés les plus concurrentiels qui existent. Euh, c'est un marché où les clients sont particulièrement infidèles. Tu as un meilleur outil Mhm. qui sort qui est un peu moins cher, ils vont direct sur le meilleur outil. Donc Mhm. des fois, tu sais, j'ai cette peur où je me dis, mais est-ce qu'on va tenir dans la durée, tu vois. Il va falloir un mental de fou. Et c'est là où euh, c'est aussi très cool d'avoir un associé, et encore plus quand c'est ta femme, tu vois. Là, c'est ma femme, mais Mhm. encore, elle est entre, genre, je suis petit en termes d'entrepreneuriat par rapport à elle. Elle a un mental incroyable, elle est dans toute autre chose. Elle a un niveau stratosphérique par rapport à moi. Donc, on se soutient comme ça, on a quelqu'un sur qui s'adosser, et donc, on Mhm. peut avancer de manière plus sereine, même quand il y a des coups durs, quoi. Waouh, hyper inspirant. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à ce que tu dis, en fait, j'aimerais rebondir sur la notion de foi. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, en fait, la foi est connotée religion. Tu vois, est connotée christianisme, islam, judaïsme, ce que tu veux. Tu vois. Mais en fait, la foi, de base, c'est ni plus ni moins que de faire confiance, que de te faire confiance et de faire confiance à ce que tu fais, tant que tu sais que ce que tu fais te sera bénéfique pour toi ou bien pour ta communauté. De base, c'est ça la foi, en fait, tu vois. Napoléon Hill, dans son livre Réfléchissez et devenir riche, un grand classique que je lis ou bien j'écoute tous les ans, il dit en fait que, que l'un des ingrédients de la richesse, de la grosse richesse, c'est la foi. Et en fait, ce qu'il dit, en fait, dedans, il ne parle pas d'islam, de judaïsme, de christianisme, d'animisme, de bouddhisme et de tout ce qui finit en isme, tu vois. Il parle vraiment en fait de croire en ce que tu fais, de croire en toi, mais de vraiment croire, tu vois, de te forcer en fait tous les jours à renouveler ta croyance sur ton projet. Et en fait, à partir de là, tu as une énergie folle qui se déploie et qui te permet d'avancer. Tu vois. Donc voilà, donc du coup, je voulais juste nuancer par rapport à ça pour pas que les gens se disent ah bah ça y est, c'est bon, c'est le prosélytisme, vas-y, je quitte ce podcast, gna, gna, c'est trop nul. Non, non, en fait, non, non, c'est enfin, nous, en tant qu'être humain, on a besoin de croire en quelque chose. Si on ne croit pas en une force supérieure, on va forcément croire dans les projets qu'on va faire, dans notre environnement, dans notre famille ou dans ce que tu veux. Tu vois. Et moi, en fait, je rajouterais, tu vois, un autre petit truc.
c'est la notion d'intention, tu vois, qui est pour moi quelque chose qui est indispensable, qui est essentiel. Aujourd'hui, dans tous les masterminds en fait, que je fréquente, donc petite définition, un mastermind, en fait, c'est un groupement d'entrepreneurs qui se réunissent. Tout le monde partage ses problématiques et en fait, tout le monde est là pour y répondre en mode cerveau collectif. Donc en fait, dans un groupe de 30, tu as une problématique, tu as 29 cerveaux qui réfléchissent, qui te donnent une réponse, ou bien qui te donnent en fait un élément de réponse pour te permettre d'avancer dans ce que tu fais. Là où si tu étais tout seul, bah, tu serais peut-être bloqué pendant longtemps. Concept de mastermind popularisé par Napoléon Hill. Mais bon, bref. En fait, dans tous les mastermind, en fait, à chaque fois, on parle d'intention. Quelle intention dans ce que tu fais? Quelle intention dans le produit que tu lances? Quelle intention dans le business que tu lances? Quelle intention dans ce que tu veux faire? Tu vois? En fait, au-delà de l'argent qu'on développe, au-delà de ce qu'on veut faire, au-delà de tout ça, en fait, à chaque fois, il est dit, en tout cas dans ces groupes d'entrepreneurs, qu'est-ce qui est fort, enfin, quelles sont les valeurs, tu vois, que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu veux réellement réaliser dans ce que tu veux faire pour réaliser, pour te lancer dans ce projet et surtout pour avoir la force de tenir lorsque le bateau va tanguer. Parce que le bateau va forcément tanguer à un moment, tu vois. Et donc du coup, par rapport à tout ça, déjà, est-ce que tu es en phase avec ce que je dis ou pas? Sur l'intégralité, oui, ouais, je suis en phase avec ce que tu dis. Il y a je pense qu'il y en a aussi pour tout le monde, tu vois, par rapport à la notion de foi, pour y revenir. Comme tu as dit, quand il n'y a pas effectivement la croyance en une puissance supérieure, qui est mon cas, il y a la croyance en soi, la croyance en son projet, la croyance aux personnes qui nous entourent, le fait d'avoir confiance, etc. Donc totalement d'accord avec ça. Et sur la partie que tu viens d'énoncer, Attention. l'intention et le fait comment dirais-je, l'intention je la rattache un peu à la vision, tu vois. Pourquoi? Parce que Hmm. ce que tu veux accomplir, ce pourquoi tu fais ce que tu fais, tout ça c'est lié. Le pourquoi, l'intention, la vision, c'est quoi la mission que tu te donnes par rapport à ça? Pourquoi tu es animé par ce truc-là? Donc ça fait partie de ce qu'on a vu dans le personal branding, c'est des notions qui sont dans le développement personnel, etc. Donc si tu veux, c'est un cas particulier et je le dis en toute transparence, ma vision à moi, elle est fluctuante. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, il y a une grosse notion de quête d'identité me concernant et il y a des choses pour lesquelles je me fixe une mission qui, une fois arrivé à avoir concrétisé la mission que je me fixe, je me dis, putain, en fait, c'était pas ça. Genre, je sens que c'est pas Hmm. vraiment ça. Et je pense que c'est un cheminement que tout être humain connaît et qui se fait de manière. D'où les bilans dont je parlais dans mon histoire, tu vois. C'est que de manière plus ou moins régulière ou étalée dans le temps, à un moment donné, tu vas te poser des questions sur ce que tu vis. Tu vas te dire, est-ce que ce que je fais vraiment, est-ce que je le fais vraiment pour ce que je pense, pour ce que je crois devoir le faire? Tu comprends ce que je veux dire? Et donc l'intention, forcément, donc euh, il y a toujours, et c'est ça que j'aime bien avec l'intention, c'est qu'il y a un fil conducteur qui pour moi est l'intention. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Donc le why, qu'est-ce qui sous-tend ce truc-là? Et me concernant, c'est la liberté. Voilà, je vais pas sortir, je vais changer le monde, machin, je vais avoir un monde meilleur, machin, quoi. Je vais être libre. Je vais être libre de pouvoir dire ce que je veux, je vais être libre de pouvoir me bouger quand je veux. Forcément, donc moi j'adosse la liberté à l'argent, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est, on peut pas les détacher, tu vois, ça va ensemble. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas libre. Que tu le voyes ou non, celui qui me dit ouais, mais si c'est un état d'esprit, la liberté, dans ton esprit tu peux être libre, etc. Oui et non, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas être libre à 100% si t'es pas en mesure de te payer un ticket de métro pour aller, ne serait-ce que dans le quartier d'à côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà. Bien sûr, tu es libre de marcher. Hein. Je vois venir les sarcastiques, mais l'exemple est là, quoi. Je veux dire, la liberté, c'est exactement pour ce pourquoi je fais ce que je fais. Waouh. Waouh, la liberté. Bah écoute, ça fait une valeur en commun et je pense que c'est pour ça en fait que dès le début, on a matché toi et moi. Non, bien sûr. Samy, on va arriver sur la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup de tout ce que tu nous as dit. Franchement, ton histoire elle est hyper inspirante et je pense que ton produit est, à mon avis, comme tu dis, moi je pense que tu as un élément différenciant sur le marché, tu vois, parce que voilà, de par ta backstory, de par ta niaque, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, que mon intention reste pure dans ce que je fais. Hyper important. Mhm. Parce que si je commence à dévier, et que voilà, je commence à avoir des intentions qui sont pas tout à fait claires ou quoi, c'est là où les projets ils capotent et où on a une vie malheureuse. Donc ça déjà ce serait génial. Ok, bah, je te souhaite l'intention la plus pure possible dans tout ce que tu Merci. fais, à renouveler tous les jours, matin, midi, soir. Ouais, Une comme un bouffée d'oxygène. antibiotique.
Exactement. Et en fait, avant de te lâcher, j'allais oublier une question importante que je pose à tout le monde. Si aujourd'hui, voilà, ceux qui nous écoutent, parce qu'en fait, de base, on est là pour parler de personal branding, on n'a pas trop parlé de personal branding, tu vois, on sait en quoi c'est important de par ton histoire, tu vois. Si aujourd'hui tu devais donner les 3 grosses pépites, tu vois, pour quelqu'un qui commence de zéro, qui doit faire son personal branding, quelles sont les 3 grosses choses en mode 20-80, en mode Pareto, les 3 choses à faire pour commencer à construire un personal branding efficace? Ok. Alors, détrompe-toi, on a parlé de personal branding pendant tout le call, je te signale. Tout simplement parce que première grosse pépite, soyez vous-même. Assumez qui vous êtes, assumez votre histoire, assumez ce que vous avez vécu, soyez transparent. Bien sûr, pas je modère, je nuance. Euh, Tout n'est pas bon à dire, faut pas abuser, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des choses que si tu, que vous pensez, chers auditeurs, que si vous les disiez de manière publique, vous auriez des problèmes. Parce que on a tous un truc comme ça, tu vois, on a tous des opinions, donc voilà. Donc on modère, bien sûr, on dit pas tout, mais on est transparent sur ce qu'on vit. On est transparent sur ce qu'on vit dans le business et dans ce qu'on vit personnellement, avec plus ou moins de modération selon ta capacité à partager ce que tu vis sur les réseaux sociaux. Deuxième, Mhm. deuxième pépite, transition parfaite, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que votre personal branding, il a cours sur les deux plans, plan physique dans la vraie vie Mhm. et sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas les dissocier, d'accord? Comment vous êtes quand vous. Je crois que c'est Bezos qui dit ça. Votre personal branding, c'est ce que disent les gens quand vous quittez la pièce. C'est la manière dont vous êtes Mhm. perçu. Et le meilleur moyen aujourd'hui, en 2023, d'influencer la perception des gens sur qui vous êtes, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, c'est les autres qui parleront à votre place et donc qui propageront une perception de vous qui n'est pas forcément vraie. Et troisième pépite, documenter. Cherchez pas à créer du contenu parfait. Cherchez pas comment dirais-je, à attendre d'avoir la bonne caméra, d'avoir le bon plan, de perdre un peu de poids avant de passer devant la cam, d'écrire bien ou voilà, je sais pas quoi, ou d'avoir les sous pour déléguer. Documentez. Notez tout ce que vous vivez. Tenez un journal soit à l'écrit, soit sur ordi. Filmez-vous en toutes circonstances quand vous faites un projet. Mhm. Faites ce qu'on appelle du building public. Donc construisez votre projet en public, partagez vos avancées, vos échecs, vos victoires. C'est ça que les gens veulent. Ils en ont marre des trucs tout faits ou genre ouah, du RSA à millionnaire par exemple. Ce n'est pas une pique pour Guillaume Moubèche, je l'annonce parce qu'il y a un titre d'une de ses interviews qui s'appelle comme ça. Donc, c'est juste que en vérité, les gens ne veulent plus de ça. Ils en ont marre. Ils veulent voir la vraie vie d'une personne normale. Ils veulent pas voir un super héros qui a tout niqué du jour au lendemain. Excusez-moi pour le terme. Donc Mhm. voilà, soyez vous-même, communiquez sur les réseaux sociaux, sinon les gens le feront à votre place. Et, j'ai oublié, vas-y, dis-le, Soyez vous-même, documentez, communiquez sur les réseaux documentez. sociaux, documentez en faisant du building public. Voilà, c'est trois pépites. Top, super. Samy Tolba, merci beaucoup pour cette presque heure passée ensemble. Merci Vraiment. David pour l'invitation. En fait, ton épisode, je pense qu'il faut avoir 2 niveaux de lecture. Tu vois, genre l'écouter une première fois pour comprendre qui est Samy Tolba, et les réécouter une deuxième fois une fois que vous avez compris les préceptes du personal branding, pour voir à quel point Samy a bien fait son personal branding dans sa manière de communiquer. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est très pertinent ce que tu viens de dire et pour lier tout ça, bah, allez voir sur mes réseaux sociaux, Samy Tolba sur LinkedIn et samy.tlb sur Instagram avec un Y le Samy, s'il vous plaît, sinon vous n'allez pas me trouver. Voilà. Et vous comprendrez, vous ferez le lien en fait. Vous verrez, vous comprendrez le personnage. Nice. Samy, merci beaucoup. Merci Merci à toi. pour ta présence. C'était grave cool. Et ouais, bah oui, comme d'habitude, moi quand je fais des podcasts, on est tranquille, tu vois. Bah oui, ouais, Merci. c'est du Bilker. C'est du Ah Monsieur bah voilà. Diakaté. C'est Soyez du vous-même. Diakaté. Soyez vous-même. vous-même. Voilà, soyez vous-même. Et je te dis à très bientôt, Samy. À bientôt, salut, on s'appelle. Allez, salut, ciao. Salut, à plus tard.